Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Quoi ma gueule, l'émission qui décrypte le personal branding d'un individu. Aujourd'hui, on est avec Boris Golden. Salut, Bonjour Olivier, tu vas bien? et toi? Yes. Boris, pour apprendre un petit peu plus à te connaître, c'est quoi ton chemin jusqu'à aujourd'hui? Alors, à la base, moi j'étais passionné de maths quand j'étais Yes. plus jeune, j'adorais les maths. Puis petit à petit, j'ai découvert l'informatique plutôt théorique à la base, donc finalement des maths qui amènent à du concret à un moment peut-être plus facilement dans un domaine où il y a la conception de produits, etc. Et j'ai fait une école qui prépare en fait à être chercheur et enseignant en mathématiques informatiques, grosso Ok. modo. J'ai fait ça pendant un temps, j'ai fait un doctorat, etc. Et puis j'ai toujours senti qu'il me manquait quelque chose dans ce parcours-là qui était hyper intéressant, hein. Et en fait, à un moment, un peu par hasard, j'ai rejoint le monde des startups en parallèle de mon doctorat. J'ai commencé à freelancer en tant que product guy dans des startups et j'ai trouvé ça quand même hyper intéressant. Parce que on crée quelque chose, quoi. Il y a quelque chose de concret et tu pars d'idées, tu vas les éprouver et puis à un moment, tu finis avec un produit. Alors, c'est pas un produit physique, moi, dans ce auquel je m'intéressais, mais c'est un produit logiciel, mais c'est quand même matérialisé sur un écran. D'accord, ouais. Et ça me plaisait vachement. Et un peu par hasard, je me suis retrouvé en fait à cofonder une première startup. De fil en aiguille, en fait, il y a une startup dans laquelle je freelançais, on parlait avec les deux des trois cofondateurs, et puis on avait une idée, et puis elle a germé, et voilà. Et je me suis retrouvé en fait entrepreneur, vraiment, sans m'être jamais dit je veux être entrepreneur, et sans m'être vraiment rendu compte en fait à l'époque que je devenais entrepreneur. J'ai fait une première startup qui a pas du tout marché. Ensuite, j'en ai fait une deuxième qui a mieux marché. On a eu tout un tas de pérégrinations et j'ai eu la chance de pouvoir la revendre à une boîte qui s'appelle Viadeo, donc, Mhm. qui maintenant n'est plus en très bonne posture, tu dois connaître en tant Ouais, c'est qu'ancien chasseur de tête. Yes. Et Qui en essaye de fait, se relancer, en qui gros. essaie de se relancer, mais maintenant qui n'existe plus en tant qu'entité indépendante, puisque ça a été racheté par Figaro Figaro Classified. Classified. Et si tu veux, en fait, je me suis dit, c'est assez intéressant parce qu'en l'espace de peu d'années, j'ai vécu une aventure entrepreneuriale à l'issue assez opposée. Et je me suis dit, j'ai appris plein de trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai fait plein de bêtises, vraiment dans les deux aventures, alors encore plus dans la première évidemment, mais vraiment plein de bêtises fondamentales dans la première et plein de bêtises assez facilement évitables dans la deuxième. Je me suis dit, mais c'est marrant parce qu'il n'y a personne qui me l'a jamais dit. Et pourquoi il n'y a personne qui me l'a jamais dit? Parce qu'il n'y a jamais personne en fait qui était là et qui me disait, hey, je vais juste te prendre 2 minutes, mais je vais juste te dire des choses qui vont t'aider sur la situation que tu traverses. J'ai jamais eu ça. Et en plus, c'était peut-être à une époque aussi, il y avait moins de contenu sur Internet, etc. J'étais peut-être moins éduqué pour aller chercher. Et je me suis dit, j'aimerais être cette personne pour d'autres entrepreneurs. Et si tu veux, en parallèle du travail que je fais chez Viadeo pour intégrer ma startup et pour prendre une partie du produit là-bas, Mhm. si je veux être mentor, donc j'étais mentor dans deux accélérateurs, Numa, à l'époque Mhm. le camping, Yes. et Microsoft Venture. Ok. Et j'ai adoré cette expérience. C'est-à-dire que moi, j'y consacrais beaucoup de temps chaque semaine, hein. C'était évidemment bénévole, hein, D'accord, ok. et j'ai adoré l'expérience. Et je me disais, mais le moment où j'ai le plus d'énergie, où j'ai l'impression de créer le plus de valeur dans la semaine, c'est ces moments-là. Et alors, pourtant, j'aimais beaucoup mon boulot, hein. C'était un boulot où je faisais plein de choses, mais tu vois, je me disais, il y a un truc là. Et les entrepreneurs me disaient, mais en fait, c'est hyper utile. Enfin, voilà, il y avait un retour aussi, les gens étaient hyper contents. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que finalement, il y a un moment où tu te poses la question, au bout d'un an et demi comme ça, à dire, pourquoi je ne ferais pas mon boulot? Sauf que mentor, c'est pas un boulot. Mhm. Et je me dis, bon, bah voilà, j'essaie de Surtout voir si ce t'es que ça pas peut payé leur pour. dire. Exactement. Et tu vas pas dire à la startup, bon bah voilà, moi c'est 500 € la journée, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, les startups qui n'ont pas d'argent, sur laquelle la valeur de tes conseils n'est pas forcément matérialisable directement financièrement. Et en fait, beaucoup de gens me disaient, tu devrais essayer l'investissement. Sauf que moi, l'investissement, si tu veux, la finance, alors moi à la base, il faut comprendre. Plutôt Non, c'est des à chiffres. gauche, non, mais plutôt à D'accord, gauche, ok. plutôt presque pas anticapitaliste, parce que c'est un peu exagéré, mais pour moi, si tu veux, c'est un peu spéculation. Je mettais un peu dans le même sac tous ces gens qui veulent faire de l'argent Mhm. avec de l'argent. Et j'avais une vision très, très naïve et très, comment dire, superficielle de tout ça. Et en fait, donc ça me disait pas trop. Puis de fil en aiguille, en fait, je commençais à réfléchir. Puis j'ai rencontré des VC, dont les gens de Partech, qui m'ont expliqué un peu leur métier. Ils m'ont dit, en fait, ce que tu fais déjà aujourd'hui avec les startups, c'est une grande partie du métier qu'on fait nous en tant que VC. Je me suis dit, ah, c'est intéressant. Mais alors, dis-moi, c'est EBIT, EBITDA, je sais même pas ce que c'est. Je me dis, c'est pas grave, c'est pas le sujet. Un, c'est pas dur à apprendre. Puis deux, c'est le gros de ton travail sera pas du tout ça. Et voilà comment de fil en aiguille, j'ai rejoint Partech il y a quasiment 3 ans. Et effectivement, le métier de VC, en tout cas une manière de pratiquer le métier de VC est passionnante. C'est-à-dire, en fait, un VC, c'est un coach d'entrepreneur avant d'être un financier, quoi. Je ne suis pas très bon en finance, mais j'ai une logique business qui peut se matérialiser par des nombres. J'ai compris maintenant les basiques de l'EBIT et l'EBITDA, mais sincèrement, ça me sert finalement Au pas quotidien. tant que ça. Voilà. Voilà donc le parcours très rapide, tu vois. Ok, cool. Et comment est-ce que tu te vois dans les prochaines années ou comment parce que finalement, tu as été entrepreneur, aujourd'hui, tu es, presque de l'autre côté du tableau. Toi, tu te vois plutôt continuer en tant qu'investisseur ou tu Ah as oui, envie aussi de ca- relancer quelque chose? carrément. Bah, en fait, si tu veux, Ou les deux? je pense que tu peux vivre l'aventure VC déjà
comme une certaine forme d'aventure entrepreneuriale. J'aurais pas l'outrecuidance de la comparer, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où moi je suis salarié aujourd'hui, j'ai un revenu tous les mois, enfin j'ai dans une entreprise qui dans 5 ans par tech sera toujours là, donc je veux pas du tout comparer à l'histoire que tu vis quand tu es entrepreneur d'une startup et avec tous les hauts, les bas, les incertitudes qui sont beaucoup plus grandes. Mais en tout cas, on crée un produit, tu vois, là l'équipe d'amorçage chez Partech, donc moi je travaille dans l'équipe d'amorçage à Paris, en fait, petit à petit, on est en train de se créer une équipe, on se crée un modèle, mais on s'organise, on mûrit. Donc, il y a une démarche qui, en tout cas, est créative à défaut d'être, au sens où on crée quelque chose, pas où c'est créatif, et à défaut d'être potentiellement entrepreneurial au sens start-up du terme, et ça c'est passionnant. Ensuite, je t'ai dit que j'avais été entrepreneur par hasard, donc c'est-à-dire il n'y a jamais eu une volonté de se dire, moi, je suis un mec, je veux être le patron de ma boîte, je veux créer mon entreprise, tu vois, j'ai jamais eu cette ambition-là, et c'est venu un peu par hasard. Et ensuite, parce que moi, je pense que je suis beaucoup plus fait pour être VC, et donc coach de start-up, que start-upper moi-même. Je suis persuadé que là, le travail que j'ai fait la dernière année, je suis bien meilleur à le faire que quand j'étais entrepreneur. Et j'y prends beaucoup plus de plaisir. Et je me sens beaucoup plus utile, je prends beaucoup plus de plaisir. Donc, c'est une question que j'ai beaucoup au début, même à un moment où j'ai rejoint Viadeo, est-ce que tu veux redémarrer, etc. Et les gens idéalisent tellement en fait l'aventure entrepreneuriale qu'ils ont l'impression que ça paraît absurde ensuite d'être employé. Et moi, je ne suis pas cet entrepreneur à tout prix. Il y a des gens et c'est des gens souvent assez remarquables d'ailleurs, qui, en fait, eux, l'aventure d'avant est finie. Et en fait, tu sens que ça a des manches, puis un an plus tard, ça y est, ils sont repartis. Moi, ça n'a jamais été ça. Et en plus, comme j'ai trouvé. Oui, et puis comme à la base, c'était pas forcément. Exactement. Un souhait, et comme j'ai trouvé, moi, ce que j'estime être ma vocation et ce que j'espère être mon métier pour toujours, la question ne se pose pas. Mais elle se pose, mais en tout cas, pour moi, elle ne se pose pas. D'accord. Ouais, alors ça se fera au fil et en plus, des aventures. Voilà. Et en plus, je pense qu'on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait et comment on évolue. Donc aujourd'hui, j'imagine pas du tout faire autre chose. Je ne crois pas assez malin pour être persuadé de savoir qui je serai dans 15 ans. Voilà. Yes. C'est quoi la boîte dans laquelle tu as investi et que tu conseilles qui te fait le plus kiffer? Alors, je peux pas vraiment parler parce que c'est une boîte dans laquelle j'ai investi il y a 2 ans et qui est sous le radar. Et donc, du coup, on a fait un choix parce que c'est un marché concurrentiel. On a fait un choix avec les fondateurs de ne pas l'annoncer. Donc, mais sans te décrire ce que c'est, Ce qui te plaît en fait. je peux te dire ce qui me plaît. Ce qui me plaît, c'est qu'en fait, déjà, on a une super relation de travail avec les fondateurs. C'est-à-dire que c'est des gens avec qui on a plaisir à travailler ensemble, on est productif quand on travaille ensemble. Donc ça peut paraître assez marrant de la part d'un investisseur de parler de cette relation de travail, mais je pense que c'est quelque chose en fait, qui est vraiment vrai et que je ne suis pas du tout le seul à dire. Et c'est des gens humainement remarquables. Donc ça, c'est aussi important. Donc c'est des gens que j'ai plaisir à aider. Et je me dis, s'ils revendent leur boîte et qu'ils deviennent très riches, je serais heureux de savoir que ces personnes-là ont réussi. Et surtout, en plus, c'est des gens qui pourront ensuite, tu vois, relancer un projet, nourrir l'écosystème, donc ça fait plaisir. Et surtout, c'est un sujet que je comprends bien et sur lequel je peux apporter de la valeur. Et ça peut paraître assez banal, mais en fait, de plus en plus, je cherche plus à définir les startups dans lesquelles j'investis par c'est tel genre de modèle, tu vois, moi c'est fintech, adtech, etc. Alors c'est plutôt les sujets d'ailleurs sur lesquels je suis pas trop à l'aise, donc je les cite comme ça. Mais non, maintenant, ce que je dis, c'est avant tout, moi je veux un sujet que je comprends. Alors, donc évidemment, ça donne un prisme sur lequel je peux apporter de la valeur, ça donne encore un second prisme, et sur lequel j'ai une équipe avec qui j'ai un vrai fit et avec qui on a envie de travailler ensemble. Et ça, pour moi, c'est les 3 vrais fondamentaux. Alors après, évidemment, tu comprendras bien que les 2 premiers sujets, il y a des sujets sur lesquels tu es plus ou moins à l'aise pour comprendre, pour apporter de la valeur, etc. Mais tu vois, c'est vraiment comme ça que je le donne. Et par exemple, des projets fintech, je peux te dire fintech ou adtech, c'est pas forcément a priori des lignes de force chez moi naturellement. Par exemple, j'ai vu des projets fintech ou adtech que j'ai adoré. Donc c'est très difficile, je trouve, de donner des généralités. Et à partir du moment où je suis pas spécialiste d'un ou 2 sujets précis, je me déclare généraliste et ouvert à tout. Et après on voit au cas par cas, quoi. Yes. En étant de l'autre côté, je me suis souvent posé la question, est-ce que les startups dans lesquelles tu investis, en majorité, est-ce que c'est plutôt elles qui viennent à toi ou c'est toi qui vas les chercher? Alors, ça c'est l'éternelle question. Ça peut paraître un peu bête, mais ça dépend déjà exactement de comment tu définis ce mouvement, parce que très souvent, ce qui arrive, c'est que tu vas te rencontrer un événement. Donc là, tu vois que ça peut être un peu l'un et l'autre à la fois. Ça peut être aussi trop souvent quelqu'un du réseau qui t'introduit. Donc je dirais quand même le mouvement global, si on regarde en nombre, quasiment toutes les startups viennent à toi, dans le sens où tu as beaucoup d'incoming mail, etc. Mais après, dans les startups qui du regard d'un investisseur, du regard d'un VC, d'un venture capitaliste qui a des exigences quand même de croissance et de potentiel de boîte assez grand, donc assez hors norme par rapport à l'entreprise normale, là c'est peut-être plus équilibré.
Parce que beaucoup des très bonnes boîtes potentielles sont menées par des gens qui ont du réseau ou ont des ressources qui font que peut-être que plutôt que de t'envoyer directement un email dans ta boîte, ils vont passer par quelqu'un que tu connais, être introduit. Donc tu peux considérer quand même que c'est un mouvement de vers toi, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, mais le flow global, bah, effectivement, j'ouvre ma boîte mail, après l'interview, je regarderai, tu reçois un certain nombre de mails de gens, et c'est normal, ils ont ton email, ils te le trouvent sur Internet. C'est public. Donc ils t'envoient un mail, mais c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure façon de sortir de l'eau et comment dire, de contacter un investisseur. Ok. Dans les prochains mois, s'il y avait un service, même si tu disais que tu n'étais pas hyper spécialisé, s'il y avait un service ou une boîte où tu te dis, tiens, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Par exemple, là, il y a quelques jours, Doctolib a fait une nouvelle grosse levée. Pour moi, ça fait partie d'une des boîtes où je me dis, ils rendent un service tellement incroyable et que je trouve ça génial en fait, de suivre leur activité. Toi, aujourd'hui, est-ce qu'il y a une boîte où tu te dis, tiens, j'aimerais bien investir plus tard dedans, que ce soit à titre perso ou avec... Donc dans les entreprises, tu veux dire, qui existent, qui sont connues, Qui peuvent être connues, ouais. sur la scène française. Bah, tu me poses pas une question facile. Oui. En général, non, mais en général, le genre de questions, c'est pas que j'ai pas d'idée, mais c'est que je suis très mauvais à répondre à ce genre de questions. Donc laisse-moi Vas-y. 10 secondes pour réfléchir, et si on n'y arrive pas, on passera à la question suivante. Dans les boîtes vraiment, vraiment remarquables et dans lesquelles j'aimerais pouvoir investir là aujourd'hui, qu'est-ce qui me fait rêver comme boîte? Il y en a plein en plus. Écoute, je vais t'en donner une. Alors, c'est une réponse un peu facile, mais Algolia, pour deux raisons. D'une part, Nicolas Dessienne, le CEO, ça fait un petit moment qu'on se connaît et j'ai toujours trouvé que c'était un mec remarquable. Donc, tu vois, très full stack, remarquable professionnellement, mais aussi humainement, etc. Et ensuite, parce que le service, moi je suis un énorme fan de l'expérience utilisateur et il n'y a rien de plus agaçant que de faire une search et de faire une petite erreur au milieu et dire mais évidemment, il est évident que ce que je voulais dire c'est ça, et c'est pas parce que je me suis trompé sur une lettre, voilà, et avec une expérience instantanée, et ça Algolia le permet, donc voilà. Donc là, c'est un peu tard pour investir, moi je suis plutôt lucide, mais en tout cas, voilà, c'est la première boîte qui m'est revenue en réfléchissant. Bon, ça doit être naturel alors. Qu'est-ce qu'il fait, Boris, en dehors de son activité professionnelle qui le définit lui-même? Qu'est-ce que je fais en dehors du boulot? Alors déjà, il faut avouer que je fais partie de ces gens pour qui le travail au sens large représente une grosse part de la vie, parce que mon travail c'est une passion. Donc ça veut dire qu'il ne s'arrête pas, il n'y a pas d'heure de bureau, il n'y a pas... donc tu vois, très souvent le week-end je me retrouve à faire des choses, même pas forcément urgentes, des choses juste parce que j'ai envie j'ai pensé à un truc, j'ai envie de conceptualiser quelque chose auquel j'ai réfléchi dans mon travail, d'aller faire un framework d'assessment de start-up en me disant, bah voilà, ça, ce document va m'aider ensuite, d'aller structurer en fait l'apport que j'ai avec mon portefeuille, avec les boîtes que j'accompagne, comment les accompagner mieux, etc. Donc tu vois, donc déjà, il faut avouer, voilà, ce travail-là, c'est une grande part, d'autant plus qu'on a un métier riche de relations humaines. Ça veut dire que voilà, je peux aller dîner le soir avec des collègues d'autres fonds ou des entrepreneurs. En fait, est-ce que c'est du boulot, est-ce que c'est du perso? Enfin, ça devient pas forcément évident à dire, tu vois. Et la question ne se pose pas vraiment. Il n'y a pas vraiment cette notion de work-life balance, puisque work is a big part of life. Yes. Donc ça, c'est le premier truc. Sinon, pour le temps qui n'est vrai, donc le travail, c'est une grande part. Et pour le reste, moi, j'aime bien faire du sport, j'aime bien le roller. Yes. J'ai une femme avec qui je passe beaucoup de temps et voilà, et avec qui j'aime beaucoup passer du temps. Et puis j'ai des amis, donc voilà. Et ça, une fois que tu as mis tout ça bout à bout, tu te détends un peu, tu regardes quelques films, tu manges et tu dors, etc. Et ta semaine est une belle semaine. Ok, super. Dernière question. L'émission s'appelle Quoi ma gueule? À part Johnny, à quoi ça te fait penser? Quoi ma gueule? Ça me fait penser à si tu me crois pas, tarte ta gueule à la récré. Voilà, première association d'idées, c'est à ça que ça me fait penser. Et puis, comme tu m'as expliqué quand même, voilà, la vision, est-ce que tu fais, Yes. quoi ta gueule, bah, effectivement, il y a ce son de ta gueule, donc toi, ton image, et donc ça ramène à ce que tu dis, cette notion de personal branding, potentiellement, Yes. j'imagine. Mais ça, Tu penses que tu la gères bien, toi, ton image? alors il y a une question déjà, est-ce que je la gère? Je ne sais pas si on peut dire que je la gère. J'ai un profil LinkedIn soigné, tu vois, ça veut dire que clairement j'ai fait attention à ce que je me suis dit, bah voilà, je veux que ce soit moi quand on le regarde, et pour que ce soit toi quand on le regarde, ça demande du travail. Voilà, donc ça c'est sûr. Après, au quotidien, je ne peux pas dire vraiment que je la gère, c'est-à-dire que je partage beaucoup d'articles par exemple, mais je partage l'article parce que je trouve intéressant, pas en me disant, en fait si je partage ça, je vais avoir l'air de ça, etc. Donc il n'y a pas de calcul d'image. Mais par contre, il y a une volonté de partage, et à la base, sur le profil LinkedIn en particulier, il y a une volonté de se dire, beaucoup de gens, le seul contact qu'ils auront avec moi, c'est ce profil LinkedIn, donc je veux qu'il me représente. Donc je ne vais pas donner une fausse image de moi, je veux qu'il me représente, voilà, au mieux. Voilà.
Ok, super. Merci beaucoup Boris d'avoir joué le jeu, de Je t'en répondre aux prie, questions. je t'en prie, À merci très à toi. bientôt.